Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage, c'est-à-dire en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, dernière émission de l'année 2025 pour Smart Bourse et dernière échéance trimestrielle et l'occasion de retrouver évidemment les trois sorciers de Smart Bourse pour débriefer cette échéance de fin d'année et anticiper les mouvements de début d'année 2026. La Banque du Japon a fermé le banc également des décisions de politique monétaire pour cette année 2025. La Banque du Japon qui agit désormais comme une grande banque centrale avec une hausse de 25 points de base de son taux directeur qui était largement anticipé par le marché mais qui a quand même provoqué quelques mouvements sur les actifs japonais avec des taux qui ont continué de se tendre, un taux à 10 ans qui dépasse les 2% pour la première fois. Et à l'inverse, intéressant de noter que le yen a plutôt baissé sur la nouvelle, ou en tout cas sur le discours de Kazuo Ueda, qui n'a peut-être pas été suffisamment au quiche pour soutenir la devise nippone qui marque de nouveaux plus bas, ou en tout cas qui reste très très faible par rapport aux autres devises majeures, que ce soit le dollar ou l'euro. L'euro, le yen étant au plus bas historique face à l'euro en cette fin d'année. Voilà donc pour les mouvements du jour sur les marchés, le décryptage de nos sorciers dans un instant. Et puis là aussi, comme chaque mois, notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Quelles sont les bonnes résolutions de 2026 pour un investisseur boursier? C'est Clémence Tanguy qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, responsable éditorial du Café de la Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est donc la dernière échéance trimestrielle en l'occurrence de cette année 2025. Oui, c'est la séance des 4 sorcières avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. L'occasion de faire un bilan annuel. En Europe, les indices évoluent globalement dans le vert aujourd'hui. Le Stoxx 600 s'apprête à clôturer une année 2025 en hausse de 15%. Le CAC 40 évolue aujourd'hui en hausse à près de 8200 points. Sur cette année, l'indice parisien gagne 7% environ. Que dire des indices américains? Le Nasdaq signe une performance de plus 20% en 2025, mais reste ultra dépendant aux valeurs de la tech qui concentrent plus de 30% de la capitalisation de l'indice. Le Dow Jones gagne 12% environ cette année et le S&P 500 15%. Rappelons que pour un investisseur européen, il faut corriger ses performances de la devise en intégrant une baisse du dollar contre euro d'environ 13%. Aujourd'hui, les indices américains ont ouvert en hausse de 1% pour le Nasdaq. Qu'en est-il par ailleurs des grands indices émergents asiatiques notamment, et pas qu'émergents d'ailleurs, on parlait du Japon en introduction. Oui, les indices en Asie ont clôturé en hausse de 1% pour le Nikkei après la publication d'une inflation tenace. La Banque du Japon a, comme prévu, relevé ses taux de 25 points de base à 0,75%. Le Nikkei bondit d'ailleurs de près de 30% en 2025. Le Hang Seng à Hong Kong est également en hausse de 30% depuis janvier. Le CSI 300 fait 2 fois moins bien, mais signe tout de même une hausse de 15% cette année. Parlons du Japon donc, plus spécifiquement encore. Qu'en est-il des marchés obligataires japonais après la BOJ? Les annonces de la BOJ ont propulsé les rendements des obligations japonaises. Dans le détail, le rendement nippon à 10 ans dépasse les 2% du jamais vu. Le rendement à 20 ans inscrit lui aussi un plus haut historique à près de 3%. Depuis l'arrivée de Sanae Takaichi à la tête du gouvernement japonais il y a 2 mois, les obligations d'État japonaises ont bondi de 35 points de base. Qu'en est-il des autres grands marchés obligataires dans le monde, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable, autour de 4,15% aujourd'hui. Le rendement allemand de même échéance poursuit sa remontée entamée hier pour évoluer autour de 2,90%. Le rendement français à 10 ans aussi, il évolue autour de 3,60%. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit et l'euro-dollar se traite autour de 1,17. Enfin, l'or a inscrit hier un nouveau record à près de 4 400$. Et puis un mot de Nike quand même, qui publiait ses résultats et son point d'activité trimestrielle. Le titre ouvrait en baisse de plus de 10% tout à l'heure à Wall Street. Oui,
Nike a annoncé un repli de plus de 30% de son bénéfice net au deuxième trimestre de son exercice décalé. Le chiffre d'affaires en hausse de 1% sur la période dépasse toutefois les attentes des analystes. Nike prévient également s'attendre à une baisse de son activité au troisième trimestre. Que dire de l'agenda au programme la semaine prochaine? Quels peuvent être encore les derniers temps forts de cette année, Pauline? Les investisseurs regarderont la semaine prochaine la seconde estimation de croissance britannique pour le troisième trimestre, ainsi que la première estimation de la croissance américaine du troisième trimestre. Aux États-Unis, on attend également la production industrielle du mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Chaque troisième vendredi du mois, nous avons rendez-vous dans Smart Bourse avec les trois sorciers. C'est une échéance trimestrielle qui vient clôturer ou quasiment clôturer cette année 2025. Philippe Béchade est avec nous, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Jean-Louis Cussac nous accompagne, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et Romain Dobré avec nous également, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Que dire de cette échéance trimestrielle qui vient conclure, je le disais, cette année 2025? On a vu ces dernières semaines le CAC notamment remonter dans le haut de son range de fluctuation. Ouais, je reprenais le niveau exact de compensation. 8150. C'était 8100. 8154 10. Et ben voilà. Bravo. Belle moyenne, bien calculée. Une hausse de 169 points par rapport à l'échéance précédente, 2,11%. C'est plutôt pas mal. On termine sur des points hauts, en tout cas proches, puisque le plafond de verre sur l'indice CAC 40, c'est 8259 points, un niveau contre lequel on a buté en 2024. En mars 2025 aussi, et contre lequel on s'accroche pour l'instant. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller plus haut? Peut-être à court terme, il faudra avoir ça. Une échéance qui se construit avec pas beaucoup d'intérêt sur l'indice CAC 40. Ça, c'est un élément quand même à regarder. Même si on voit sur l'Eurostoxx un soubresaut d'intérêt à très court terme, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les indices américains, on a toujours un niveau de position ouverte sur les futurs qui est dans la moyenne des années précédentes. Ouais. Sur l'Eurostoxx, c'est quand même en baisse. Je regardais. Voir, hein, vous êtes venu avec le. Alors, c'est le volume des positions ouvertes depuis quoi, 3 ans, c'est ça? 2022, oui, tout à fait. Voilà. Donc on a le graphique. Le début commence août 2022. Ouais. Et donc on avait à l'époque 4 400 000 contrats futurs ouverts avant l'échéance, avec des pics au-delà de 5 millions au moment des échéances, hein, puisque par définition la position ouverte augmente comme les échéances cohabitent. Mais puis on voit qu'après l'échéance, il y a toujours un trou, ce qui est normal. Hein, les positions du mois en cours non conduites font ce trou de ce pic. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une divergence, puisque 4 400 000 contrats ouverts en décembre 2022, 3 200 000 ouverts il y a un an de ça, en décembre 2024, et 2 800 000 contrats ouverts hier soir sur l'indice Eurostoxx. On perd 1 million de contrats par an, quoi. Enfin, voilà. À la louche, quoi. Et l'Eurostoxx est passé de 4 300 à environ 5 700 points à l'instant. Donc, on a une divergence de ce côté-là. C'est un peu gênant dans la construction globale du marché. C'est à surveiller. À court terme, on le voit, il y a un petit pic de position ouverte qui est peut-être précurseur d'un mouvement un peu plus haussier sur les indices européens, puisqu'on voit du mieux une accumulation en partie haute des marchés européens qui sont plus solides que les indices américains, pour l'instant, en tout cas les indices tech américains. Reste qu'on a des petits plafonds de verre. Alors, ce qui était intéressant, on avait évoqué depuis le mois de mai ensemble une grosse résistance à 5800 points sur l'indice Eurostoxx 50. Eurostoxx 50, d'accord. Et contre lequel on a buté systématiquement. Depuis ce moment-là, reste que là, l'intérêt s'est ouvert un petit peu contre des niveaux un peu supérieurs. On envisage maintenant, en tout cas les opérateurs, quand on lit la position sur les marchés d'options, les opérateurs envisagent maintenant qu'on puisse déborder ce niveau-là, puisqu'il y a de l'intérêt qui se crée aux alentours de 6 000. Donc peut-être un peu de mieux, si on arrive à déborder 5 723, la grosse résistance en hebdomadaire, on peut envisager des extensions en direction de 5 932. Donc un petit mouvement haussier complémentaire et un marché européen qui est plus solide. On voit que le DAX accroche ce niveau de 24 470 points aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a eu quelque chose qui a quand même été cassé dans la dynamique haussière sur la tech américaine. On l'avait évoqué le mois dernier en se disant que... À partir de novembre, c'est ça? Ouais, à partir de novembre, on a vu que s'était passé quelque chose, un mouvement de baisse qui pouvait être un début de distribution, et on disait qu'il fallait monitorer le rebond. Il y a du bon et du moins bon dans ce rebond. Il n'y a pas une position ouverte à un intérêt très fort, même si on reste dans la moyenne habituelle. Il n'y a pas des volumes extraordinaires non plus dans le rebond, même si on a eu quelques belles séances quand même. Et en revanche, on fait du discernement, de la discrimination parmi les valeurs tech américaines. On voit
que Google se porte bien, qu'on arbitre des oracles. Donc, il y a de la discrimination. Et au moment où on se posait beaucoup de questions quant à l'éventualité d'une bulle sur la tech américaine, et notamment autour de l'IA, eh bien, c'est plutôt pas mal de voir ce mouvement de redistribution. De redistribution à l'intérieur du secteur lui-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ça nous laisse un peu dans le doute quant au fait qu'on ne soit pas globalement dans une période de distribution. On a des signaux qui sont un petit peu lourds sur les indices américains. Si on veut regarder le S&P en mensuel, on a cette bougie du mois de novembre qui est quand même très moche, qui s'appelle un pendu. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc la dernière bougie, un graphique mensuel que vous avez sous les yeux, c'est la bougie rouge la plus haute. Et on voit que ça se traduit par un petit mouvement pour l'instant, le mois n'est pas terminé, mais de baisse derrière. Il ne faudrait pas que ça forme ce qu'on appelle un sommet en tour, c'est-à-dire qu'on accélère bien à la hausse, on forme un sommet à plat et ensuite un mouvement de baisse. C'est à surveiller. Maintenant, le risque me paraît vraiment asymétrique sur les indices américains. On peut encore progresser en regardant des extensions, mais de la même façon, quand on lit l'état des positions ouvertes sur les options, sur le S&P, on envisage de l'intérêt. J'ai été regardé jusqu'en mars, alors ça peut se construire, mais pour l'instant en tout cas, sur l'échéance du mois de janvier et jusqu'au mois de mars, pas d'intérêt au-delà de 7100 points. Donc on peut envisager des extensions, mais on n'a pas l'air d'être très, très enthousiaste pour aller payer encore des indices américains. Je regardais des écarts de marché depuis le point bas du Nasdaq 100 au mois de mars 2020. On valait 6771 points et on a fait un plus haut à 26 177 points, je crois, sur le Nasdaq 100. Donc on a progressé de 185% à peu près en 5 ans. On sait que la moyenne de progression de l'indice S&P, c'est 9% par an en n'excluant pas l'inflation. Donc, on est un peu loin des écarts de la moyenne. Donc, de façon générale, même beaucoup, ça ne veut rien dire en bourse, mais on a, à mon avis, un risque qui devient asymétrique sur les indices américains, même si à court terme, on n'a pas d'éléments de retournement. Encore une fois, on se montre solide. On a testé des niveaux d'alerte, 6 733 sur le S&P, 25 000, on réintègre 25 168 sur le Nasdaq 100. Donc, il y a encore manifestement de quoi constituer un petit rallye, mais prudence et globalement, pour l'instant, pas de signe de retournement, mais le risque devient asymétrique. On peut avoir 5 à 10% de hausse contre un risque de baisse de 20 à 30% au moins, à mon sens, sur les indices américains. Sur les indices européens, c'est peut-être un peu mieux. C'est peut-être là où il faut regarder pour l'instant. Dernier élément, les ratios put-call sont plutôt équilibrés. On est autour de 1 en moyenne globale, donc on n'a pas d'excès de ce côté-là. Donc pas de risque majeur instantanément, en tout cas. Jean-Louis, votre lecture du marché, du CAC notamment, c'est vrai que c'est un peu moins puissant, c'est un peu moins dynamique, le directionnel est un peu moins fort, donc c'est un marché où on peut jouer des petits écarts, j'imagine. C'est un marché qui est beaucoup plus régulier, on va dire, ces derniers temps. Là, ce qui fait peur un peu aux États-Unis, c'est ce qui est perturbant, on va dire, ce sont des écarts de 0,8-0,9%, quelques dizaines de minutes dans la journée. Alors on se dit, tiens... il se passe un truc ? Oui, il se passe un truc, mais il ne se passe rien, en fait. C'est fou, parce que même parfois, il n'y a même pas de déclaration. Bon, il y en a parfois, mais parfois, il n'y a rien. Alors bon, c'est assez bizarre. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est... quand on observe la situation en prenant un peu de recul, on voit que les marchés ont du mal maintenant à trouver des raisons d'avancer. Comme Romain l'a dit. Ça fait déjà peut-être 1, 2, 3 mois qu'on dit ça. Qu'est-ce qui nous amènerait beaucoup plus haut que les sommets qu'on a déjà, marqués, puis, le fait qu'il y ait quand même des intérêts qui se renforcent sur des valeurs qui confirment un avenir, somme toute, manifestement meilleur que celui qui vient de passer, alors qui était déjà extraordinaire. Et donc Aura qui est vendu au profit de peut-être d'autres valeurs comme Broadcom ou Nvidia, mais qui ont eu aussi des baffes quand même, qui ont pris des claques. Broadcom, ça a rendu un peu, oui. Oui, enfin, tellement monté. Ah bah bien sûr. Et en Europe, écoutez, de toute façon, partout, on a l'assentiment que les gérants, globalement les investisseurs, prient pour qu'on termine l'année en roue libre. Ça me paraît évident. Et je ne vois pas, si vous voulez, d'éléments, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe, on va dire, sur lesquels on peut baser des convictions. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait nous faire qu'on ait envie d'acheter ? Rien. Une nouvelle qui viendrait redéclencher de l'enthousiasme. Le catalyseur que tout le monde attend, c'est la paix en Ukraine. Voilà, c'est évident. Donc, ça arrivera. Voilà, c'est sûr que ça arrivera. Donc, on pourrait penser que pour l'Europe, il y a un vrai catalyseur qui est vraiment
indiscutable. Mais comme vous dites, c'est un vrai catalyseur. Ah le oui, marché je pense. européen est Ah oui. encore comprimé Ah par oui. l'intensité du conflit, la persistance Oui, du conflit, etc. par le coût Oui, du oui, conflit. oui. Non, mais je sais bien. Ce coût qui est quand même porté en grande partie Ouais. par l'Europe. Donc, les dettes qui augmentent partout. Enfin, voilà, ça génère de l'inquiétude. Alors après, ça ne veut pas dire que tout va aller mieux de lendemain. Hein. Mais en tout cas, je pense que ça sera le catalyseur d'une Qui prochaine nous amènera un envolée. prochain top. Oui, peut-être vers 8005, 8006, j'en sais rien. Après, on verra hein, comment les marchés vont voir les choses, quelles seront les nouvelles, qui va décrocher les contrats pour l'Ukraine. Là, je pense que les États-Unis sont encore une fois à l'arrivée les premiers. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas, encore une fois, d'éléments tangibles sur lesquels on pourrait se dire « allez, j'y vais ». Donc je crois qu'il va falloir attendre allez, la deuxième ou troisième semaine de janvier. Ah, donc pourquoi pour qu'on puisse commencer à avoir envie de prendre des initiatives. Ouais, je comprends. Là, il va y avoir les fêtes. Ah bah oui. Donc c'est pas une période où il va se passer grand-chose, à toute chose égale par ailleurs. À moins Oui. Et puis voilà, début janvier, ça va être calme. On va commencer à réfléchir, attendre les prochaines publications. On redémarre, j'ai vu début janvier avec l'emploi américain. Voilà, tout de suite, on va se remettre un peu dans le bain. Peut-être que les statistiques seront plus précises qu'elles sont aujourd'hui. Oui. Donc on aura des... Ouais. Toujours pareil, de toute façon, ce qui est passé est oublié. Regardez, à chaque fois qu'on a revu dans un sens défavorable des chiffres, c'était oublié. C'était oublié. Donc, on parlera plus. C'est valable après. quand on a revu à la hausse aussi des chiffres de croissance sur l'Europe, par exemple. On oublie. On a revu à chaque fois, toutes les dernières années, en hausse pour ça beaucoup prouve de pays bien européens. qu'on a quand même des intérêts très spéculatifs sur les marchés, souvent, sur en tout cas des mouvements sur les dérivés. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tellement piétiné la zone que ceux qui voulaient acheter ont acheté, ceux qui voulaient vendre ont vendu, ceux qui étaient pris à contre-pied, ils se sont fait avoir, ils sont sortis, et puis ils n'ont plus matière à prendre position, même eux. Il n'y a pas de nouvelles convictions dans le marché. On est toujours sur le même niveau, donc celui qui a envie de se dire « Ah, j'ai envie de shorter », il va attendre, il dit « Ça sert à rien de shorter, de toute façon, ou alors il attend le haut de la zone ». Mais comme c'est plutôt haussier sur le fond, il n'ose pas trop vendre. Donc il n'y a même pas un marché qui pourrait être pris à contre-pied. Tout à l'heure, on en discutait justement sur l'Eurostoxx. Quelqu'un me disait, mais comment tu crois que les débouclements vont se faire ? J'ai dit, mais il n'y a même pas de débouclement significatif. On a vu, les volumes étaient... puis c'était très faible, les débouclements. Puis de toute façon, maintenant, ils tournent avant. Toutes les positions sont tournées, en effet. Fin novembre, début décembre, ça tourne déjà. C'est plus du tout sur l'impact des... Chacun est là où il a envie d'être et tout va bien. Voilà. Et vraiment, c'est pénible à un moment donné parce que il faut répéter à chaque fois les mêmes opérations. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on achète sur des points bas, des petits retracements, on finit par gagner. Alors, pas dans la minute qui suit, mais on a quand même des beaux écarts de 1, 2, 3, 2%. Ça va assez vite. Bon, c'est vrai qu'on a eu, sincèrement, au niveau trading, un mois de décembre plutôt facile, simple, pénible, mais le résultat est positif et il est facile. Il était facile. Encore qu'il fallait appuyer sur le bouton. Il y a des algos qui peuvent faire les tâches à votre place. Ah ouais, non, mais moi, je suis à la Trop à l'ancienne. Trop à l'ancienne. Qu'est-ce que vous retenez de cette année Goldilocks, Philippe ? Elle se termine en tout cas de façon absolument... Ni les tarifs, ni Trump, ni l'inflation, rien. Non, les taux qui reviennent au plus haut des 5 dernières années. Il y a un graphique qui est saisissant. En fait, c'est le même. Vous prenez le 10 ans, l'OAT, sur 2 ans. Vous prenez le Bund, vous prenez le 10 ans américain, vous prenez le 30 ans américain. C'est le même triangle. Et on est... Ah bah zut alors, depuis ce matin, on est sorti au-delà des résistances. Au Japon, c'est un krach rampant. Voilà, ce matin, ça continue. Mais le problème, là, c'est que ça devient problématique pour l'OAT et pour le Bund. Donc le message, c'est que les banques centrales ont perdu le contrôle de la partie longue de la courbe de taux. Et que la Fed se refinance de plus en plus sur une duration courte. Autrement dit, les roulements reviennent de plus en plus rapidement, sont de plus en plus massifs. L'année dernière, je regardais, il y avait 9 000 milliards à refinancer sur 2025, et on avait 7 000 à refinancer sur 2026.
ce qui est à refinancer sur 2026, ça vient d'augmenter fortement parce que avec le raccourcissement de la duration, il va falloir que la Fed enlève. Et là, peut-être qu'ils peuvent encore, je ne sais pas, nous faire une baisse de taux en janvier. Là, j'ai vu que l'outil FedWatch annonce peut-être 60%. On était à 35% avant les faux chiffres de l'inflation de la veille. Et là, maintenant, on est à 60%. Il y en a qui y croient encore. Mais tout le monde pense que 2026, c'est une année de baisse des taux. La BCE n'a rien dit hier. Rien. Magnifique. Bon, elle n'a pas non plus fermé. Non, j'en sais rien. Le pricing de marché est quand même moins délirant, alors qu'il est fluctué après les chiffres d'inflation hier, et dont les statisticiens américains eux-mêmes disent qu'ils sont pas une base très fiable pour guider la politique monétaire. Donc tout le monde est au courant. J'ai pas l'impression. Le marché ne price plus rien du côté de la BCE. Le marché n'anticipe pas une poursuite. Mais elle l'a dit. Voilà, elle a dit hier, la BCE. Mais personne n'anticipe des baisses de taux délirantes comme on pouvait l'anticiper en début d'année. Christine Lagarde a dit. D'abord, la stabilité des taux votée à l'unanimité, même pas une voix dissidente, et on n'a même pas discuté entre nous autour de la machine à café de si on monterait ou on baisserait les taux ultérieurement. La seule chose, c'est que ça ferme pas complètement la porte à une future baisse de taux. Mais ce sera peut-être la dernière, ou peut-être qu'elle n'interviendra pas. Mais quand on regarde dans le subconscient des gérants, 2026, c'est une année placée quand même sous le signe de la baisse des taux parce que Trump le veut. C'est ça quand même. Ouais, je sais pas. Que des gérants le pensent, je le nie pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit S'ils le pensaient pas, avec ce triangle qu'on voit sur les taux longs, aujourd'hui, voilà, ça c'est le dernier. Là, on vient de distribuer le mois de décembre. Là, voilà, ça y est. Le jeu est fermé, tout le monde reprend ses jetons. Je ne sais pas ce qui va se passer sur le début de l'échéance janvier. La seule chose qu'on voit pour l'instant, et aujourd'hui, on a un nouveau record historique sur l'argent, c'est qu'on a des vendeurs à découvert qui continuent de se racheter. Voilà, ça, c'est le seul truc qu'on a, mais ce n'est pas du tout fondamental. Sur l'argent ? Sur l'argent métal, oui. Ouais. D'accord. 67,10. Il y a des gens qui shortent Il y en a qui sont pris à la gorge avec le des bull run positions qu'on short. a depuis je ne sais pas quand. Il y en a qui ne sont pas sortis, ouais. D'accord. Ça valait 7 l'argent en 2020. Oui, parce qu'on en parle depuis tellement. Mais à ce niveau-là, il y a des gens qui sont short sur l'argent. Il y a encore des gens qui sont short sur l'argent. Et on voit qu'il y a donc un marché spécial d'emprunt pour tenir et faire face aux appels de marge. Ce marché-là tourne à plein régime. Alors, je ne sais pas qui est vendeur à découvert. J'entends des rumeurs. Alors, je ne l'ai pas dit, mais enfin, ce que j'ai entendu, c'est par exemple Bank of America. Ils auraient encore les doigts coincés dans la porte. Et il y en a d'autres qui ont pas fait comme JP Morgan. JP Morgan a acheté 23 000 tonnes d'or. Il y en a qui, en face, les ont vendus alors qu'ils ne les ont pas. Bon. Voilà. Et les 23 000 tonnes d'or... Je ne sais pas, je ne suis pas trader, mais c'est vrai qu'on parle de l'argent... On a parlé de l'or, on a parlé des pressions en général tout au long de cette année pour expliquer qu'il y avait un bull run exceptionnel, enfin un momentum implacable. Implacable. On est d'accord, Romain ? Oui, on avait fixé des cibles autour de 48 sur l'argent. Ouais. On est largement au-dessus, avec des extensions possibles qu'on avait indiquées, mais je m'attendais au moins à une pause. Effectivement, c'est pas le cas, ça continue. Donc on paye. Mais là, on a envie de prendre des paris à la baisse désormais sur ces actifs-là. Alors, il y a un élément qui m'inquiète un peu sur l'argent, c'est qu'on en parle sur des grands médias. Je l'ai vu sur une grande chaîne de télévision française. Switcher de l'or à l'argent maintenant. Ouais, l'argent, le nouvel or, etc. Ça, c'est quand même le signe peut-être de la fin de quelque chose sur l'argent. Mais on parle moins du platinium, du palladium qu'on avait évoqué ensemble les fois précédentes. Le palladium, c'est quand même 20% de hausse depuis le mois de décembre, avec encore un potentiel aussi aux alentours de 1934. Donc ça se joue un peu en décalé. Il y a eu l'or qui a déclenché le premier, l'argent a suivi, et maintenant on pourrait passer à d'autres précieux. D'autres précieux. Alors il y a pas mal de choses à dire. La première, pour la période de marché effectivement creuse, on avait parlé au mois de novembre du fait que les boucles étaient fermées, qu'il y avait moins d'opérateurs, et donc ce marché de contre-pied, et de moins de prise de décision, effectivement. Il y a le fait qu'il se passe quand même des choses assez intéressantes sur certains secteurs, et effectivement liées aux matières premières. On voit des titres comme Freeport-McMoRan, donc sur le cuivre, qui repartent assez nettement à la hausse, et de façon harmonieuse. Il y a plusieurs titres. Le SCCO aussi, Southern Copper, qui repart aussi à la hausse. Donc il y a un secteur qui repaye. C'est-à-dire qu'au moment où on vend la tech, ça continue de ce côté-là. Rio Tinto aussi est en train de déborder des plus hauts historiques. Si on prend un ETF sur les ressources de base d'une façon générale, il est en train de déborder des niveaux de résistance. Ça est assez cohérent. Les métaux montent, les milliards montent. Ça donne une vision d'ensemble assez cohérente. Exactement. Donc il y a
il y a quelque chose qui se produit de ce côté-là. C'est pour ça que pour l'instant, même si on est un peu prudent sur l'année à venir, il y a quand même des histoires qui se mettent en place sur quelques titres et sur des secteurs assez bien identifiés. La hausse des précieux, elle est harmonieuse et puis elle est large. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, pas un seul métal qui paye. Il y en a un qui pourrait rattraper, peut-être, c'est le cuivre, qui est un petit peu en retard en termes de performance et qui a encore un potentiel intéressant. Il vaut aux alentours de 5,50 et j'ai des cibles qui sont situées autour de 7. Donc il y a encore peut-être un rattrapage de ce côté-là et on anticipe déjà du côté des minières. Donc il y a des choses qui se mettent en place sur d'autres secteurs. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On voit aussi parmi les nouvelles positives des frémissements sur des titres en retard à Paris. Et c'est pour ça que je disais que peut-être en Europe, il y aura quelque chose à faire. On voit des titres comme Téléperformance qui stabilisent ou qui tentent de rebondir. On voit des titres comme Worldline aussi. On voit des titres comme Eurofin Scientifique qui réagissent sur des niveaux de support. Et puis toujours le parcours haussier fort des bancaires, notamment de la Société Générale. Donc ça peut alimenter des mouvements de hausse, peut-être aussi sur une valeur comme LVMH. Donc il y a des choses qui sont positives et qui se mettent en place de ce côté-là. Maintenant, sur le pari des métaux, il y a un petit risque. C'est l'inflation. Oui, alors justement, parce qu'avant qu'on parle de Paris, je voulais revenir quand même au taux. Je vous ai coupé, Philippe. Le sujet des taux, ça reste un sujet devant nous encore. Enfin, on est encore dedans dans cette question de savoir est-ce que les parties longues de courbe sont bien ajustées. La vol s'est quand même calmée ces derniers temps. Je mets le Japon de côté, mais la vol, c'est quand même calmé en cette fin d'année par rapport à ce qu'on a connu du move sur la première partie de l'année 2025. La première partie de l'année, elle est secouée par Donald Trump. Donc là, effectivement, ça. Mais là, on est redevenu presque serein. Je vous assure. Ce que je dis, la vol sur les parties longues de courbe est vachement retombée. Il n'y a vraiment pas de quoi. Derrière cette sérénité, je vois une chose, c'est que les marchés sont absolument convaincus que, évidemment, les banquiers centraux n'ont pas pu ne pas voir ce que tout le monde peut voir avec un graphique, et qu'ils vont faire une déclaration à un moment qui va permettre de gagner 15 jours, 3 semaines, qui va peut-être permettre à certains opérateurs d'en sortir encore et de ne pas se faire prendre lorsque les choses vont vraiment mal tourner. C'est un peu ça mon interprétation, parce que c'est tellement évident que je me dis comment... ceux qui voient ça ne peuvent pas commencer à prendre des mesures ou chercher les issues de secours. C'est qu'on a dû leur dire, vous inquiétez pas, on a encore 2-3 trucs dans le chapeau, ça va pas sortir du triangle tout de suite, mais je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent vraiment à sortir. Et effectivement, une des portes de sortie, c'est d'aller vers des actifs concrets. Le cuivre, j'aime bien le ratio cuivre-or, puisque là, il est 2000. Il est de 1000, tout simplement. On a donc le lingot à 118 500 et vous avez le kilo de cuivre par la tonne de cuivre à 11 800, donc le kilo à 11,80. Donc voilà, il y a un ratio 1000 entre le cuivre et l'or. Si l'or ressort au-delà de 4,4... Et gold silver, ça doit être assez tendu aussi, j'imagine. Alors le gold silver, il s'est drôlement comprimé. On était à 95 en février. 95 en février 2022, donc 95 onces d'argent pour une once d'or. Février 2022, on est à 65, voire même 64,5 aujourd'hui. Donc la compression, on se rapproche quand même de la moyenne historique des 60. Mais là, c'est qu'une moyenne. Donc, ça veut dire que 60, c'est un pivot. Qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas aller à 50 ? J'en sais rien. Je ne connais pas l'ampleur des positions encore de vente à découvert à racheter et d'opérateurs qui sont aujourd'hui, je le pense, à l'agonie sur ce genre de spéculation qui a fonctionné 30 ans. Et donc, ça peut emmener l'once d'argent beaucoup plus haut encore Alors, moi, j'ai un objectif qui est 68,5. Je l'ai depuis très, très longtemps, mais je l'avais pour fin 2026. Je l'avais pas pour fin 2026. Tout va plus vite maintenant. Mais bien sûr. Bon, déjà, à 45, j'étais très content. Vous avez gagné un an. À 45, j'étais quand même assez content de mon pari sur l'argent cette année. Quand j'ai vu derrière 54, c'était un nouvel objectif. Je me dis, alors là, c'est vraiment très, très beau cette année. Et là, maintenant, à 67, il reste encore, je pense, environ 1,5. Mais c'est qu'un des objectifs. Qu'est-ce qui me dit qu'on ne va pas derrière à 95 ? Il y a un problème d'offre en plus. Oui. De disponibilité, oui. Mais pourquoi ça monte à ce point-là ? C'est ça qu'il faut peut-être apporter comme réponse. Qu'est-ce qui fait que ça monte à ce point-là ? C'est des marchés de momentum aussi. Oui, il y a des mouvements qui se mettent en place. Est-ce qu'il y a des contre-pieds extrêmement... à découvert. Voilà, donc toi tu penses que c'est ça ? Il n'y a pas de physique. Problème d'offre. Il y a pas de physique. Qu'il y a des petits vendeuses importants. Ils ont réussi à survivre après une telle hausse. Ça tourne, mais à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va se dire c'est trop haut, je short. Bon, oui, ça peut arriver, mais
Moi, je suis surpris qu'il y ait quand même autant de vendeurs que ça. Bah oui. À ce point-là, je ne Après, connais pas les Bull Run PO, comme je ne regarde celui-là. pas, mais Ça, j'ai pas de- ça donne pas envie. Parfois, si vous voulez, les marchés, en ce moment, il n'y a pas l'idée de se dire, par exemple, oui, c'est trop cher, je vais vendre. Non, on l'a pas, ça. On l'a sur le marché américain. Et je pense que cette idée de je vends les marchés américains parce que c'est trop cher, ça va bien finir par rebaisser. Alors, on a eu des replis extraordinaires. Hein. On est tombé à 4000 quand même, hein, pratiquement 4000 et quelques, 4006, là, quand il y a eu en avril Oui. les déclarations de Trump, et après c'est reparti comme une balle. Enfin bon. Mais on pourrait se dire, à tort, hein, peut-être, oui, il faut shorter. Mais sur des métaux, sur même sur l'or. Shorter contre la tendance. Non, mais surtout, ça vaut combien une société, on peut dire, elle doit valoir, allez, 15 fois les bénéfices, 20 fois, Alors, il y je a ne sais pas de combien. prix, oui. Et voilà, l'or, Oui. voilà, comme le bitcoin ou autre chose, on donne la valeur. À la Ce qui est limite, intéressant, c'est que l'or a c'est monté des valeurs- concomitamment avec les actifs risqués. Il y a vraiment c'est des valeurs de un confiance. momentum d'actifs risqués et des actifs de confiance En tout cas, simultanés. Donc, Ouais. Une toute petite parenthèse. Si, aujourd'hui, on devait valoriser l'argent au même ratio que face à l'or en 2011, l'once d'argent aujourd'hui sera à 95 $. Voilà. Bon. C'est tout. Donc on a déjà vu des ratios or-argent qui font que l'argent était plus élevé qu'aujourd'hui. Mhm. C'est pas impossible. Mais je pense que si les taux se mettent à grimper, là, ça sera une excellente excuse pour sortir les métaux Moi, j'ai précieux. l'impression que les gens sont encore assez short taux et short duration. Enfin, je pense que les gens, le marché n'est pas long duration aujourd'hui oui. à acheter des taux longs. L'idée, en tout ce cas, hein. serait que les investisseurs sont trop optimistes sur les baisses de taux à venir. Puisque même, on parlait de la BCE tout à l'heure, Mais ça s'est vachement l'idée, corrigé depuis c'est de se dire novembre. que la prochaine baisse, elle aura lieu en 2027. Quoi. Toutes les anticipations se sont vachement corrigées Voilà. depuis novembre. Hein. Donc, de ce côté-là, en Comment effet, il y a- vous voyez, Jean-Louis, il y a un le risque, profil 2026 là? justement, on ne voit pas grand-chose. Ah. Moi, je pense qu'en Europe, les marchés ont plus de chances de progresser qu'aux États-Unis. Mais c'est dans une... Et toujours avec les mêmes moteurs dans les large caps, c'est toujours les banques, c'est toujours la défense, Ah oui, genre hein. ce genre de valeur-là qui continue. Non, mais il y a. Oui, bah, Oui, la défense. je sais pas. Peut-être- Est-ce qu'on peut voir le si, à la luxe paix. revenir? Est-ce qu'on peut voir la santé revenir? Est-ce qu'on peut voir les Oui, pétrolières ouais, revenir? ouais. Ah oui, mais vous me dites tout et tout. Non, mais... Ça, mais... Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent de toute façon des indices, Ah, voilà. Donc après, à l'intérieur de cela, il y a en effet des intérêts extrêmement divergents, parfois violents. acheter des indices. Moi, ça m'intéresse de savoir comment la hausse se fait. Après, ils vont peut-être acheter des valeurs de rendement, comme il y a une époque. Regardez Bouygues, comme elle a bien progressé ces derniers temps. Mais sur le plan indiciel, vous dites qu'il y a plus de chances de voir l'Europe continuer de monter. Et puis, il y a peut-être aussi ce qui fait une grosse différence entre où on est allé sur la parité euro-dollar il y a quelques temps et 1,18 aujourd'hui, 1,17, 1,18, c'est que quand même l'euro, celui qui a investi en dollars, il a quand même perdu dans le change énormément d'argent, sauf 13%. l'américain, mais 13%. en Europe, on aurait perdu. Donc il faut y penser à cela dans la performance de l'année qui vient de s'écouler. sûr. Voilà, donc non, je pense que c'est-à-dire que le risque d'investir de l'argent sur les marchés financiers actions, par exemple, me paraît plus intéressant dans son rapport risque-bénéfice, Ah ouais. etc., sur l'Europe qu'aux États-Unis. Très clair. Aux États-Unis, c'est l'IA qui domine tout. Tout le monde est complètement perturbé par les valorisations. C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'homme pourrait voir apparaître une intelligence supérieure à la sienne. Il est complètement paumé. Il se dit, mais où est-ce qu'on va? Et tout d'un coup, il délire peut-être sur le fait que tout va exploser dans le côté... on va gagner, il va y avoir des gains fabuleux, mais regardez ce qui se passe. C'est la Chine, elle avance à une vitesse extraordinaire. Ils sortent des produits en open source, alors qu'aux États-Unis, ils vendent des logiciels. À un moment donné, il va y avoir, je pense, un problème, quoi. Et la Chine avance très, très, très vite. D'abord, ils sont nombreux. Ils bossent énormément, beaucoup plus qu'en Europe et aux États-Unis même. Et donc, est-ce que les gagnants d'aujourd'hui seront les gagnants de demain?
Sincèrement, il y a de quoi En se tout poser cas, des questions. c'est un des enseignements de Pour l'année moi- 2025. La Chine n'est plus un simple challenger technologique, non, c'est c'est- un leader technologique. Bien sûr. Et certains font le pari que ce sont eux, à la fin, qui vont gagner la guerre de l'IA. Hein. Il y aura peut-être Ah ben, on verra. deux mondes. Peut-être Mais- que tous les modèles ne seront pas Oui, mais transfrontaliers, si vous voyez ce que je veux dire. Étant hein. donné les anticipations qui sont faites sur la rentabilité potentielle Ouais. future des boîtes américaines, parce que ça, c'est vraiment la grande question, c'est est-ce qu'ils vont arriver à rentabiliser ces investissements qui sont démentiels? Mhm. C'est pas évident. Donc, il y a de quoi avoir peur. Romain, profil de l'année 2026. Qu'est-ce qui peut se passer J'ai déjà commencé un petit peu, je me suis emporté, mais oui, les minières, manifestement encore, des réactivations haussières qui se mettent en place et de façon harmonieuse sur pas mal de titres. Il y a un secteur aussi qui m'intéresse, c'est l'uranium. Et beaucoup de volatilité, mais il y a des titres comme Energy Fuels, comme Cameco, qui sont moins connus chez nous, mais qui sont des titres qui ont extrêmement bien performé depuis le début de l'année. Et l'uranium, c'est un des moteurs pour alimenter de l'énergie bas carbone, de l'énergie disponible 24 heures sur 24. Et donc, évidemment, vous m'avez vu arriver sur l'intelligence artificielle. Mhm. Donc ça peut être un des gros secteurs. Et il y a beaucoup de volatilité dessus depuis une quinzaine de jours à nouveau. Mais c'est un secteur qui avait pris, enfin sur des valeurs qui avaient pris plus de 100%, qui sont redescendues à 80% de hausse depuis le début de l'année, donc 30% de correction, et qui reviennent sur des niveaux d'entrée. Donc ça peut être, à mon avis, quelque chose à regarder, puisque on a déjà pas mal payé, pas mal anticipé ce qui pouvait se faire autour des valeurs tech. Pure IA, quoi. Pure IA. Ouais, je comprends. Donc il y a ça, à mon avis, regardez. Un secteur qui surperforme un peu en termes de force relative aux États-Unis. En Europe, c'est moins flagrant, c'est la santé. Mais ce que je pense et ce qui se met en place depuis quelques temps, c'est qu'il y a beaucoup de stock picking à faire, à mon avis, et qu'on est en train d'avoir moins de logique sectorielle qu'on en avait auparavant. Et si il peut y avoir des mouvements haussiers, ils seront peut-être moins importants. C'est pour ça que les cibles que je vous donnais, par exemple, sur l'Eurostock, ne sont pas énormes, mais qu'à l'intérieur, il peut y avoir des paris qui soient assez On a forts. vu dans la santé, Novo, c'est un crash. Astra, ça a été une très bonne année pour AstraZeneca, par exemple, cette année. Exactement. Et comme on le voit, avec de la discrimination au sein de la tech IA et des valeurs IA, etc. Donc c'est là où je pense qu'il va falloir faire vraiment de plus en plus du stock picking. C'est un peu ce qui s'est mis en place dans le courant de cette année, parce qu'on en parle depuis longtemps du stock picking et de sortir de cette logique indicielle. Quand on a un marché qui, à mon sens, est susceptible de caler, eh bien c'est sur de la discrimination, et c'est ce qui se met en place qui va être plus intéressant. Donc on voit effectivement quelques valeurs qui se comportent pas mal. L'indice CAC Small a franchi un niveau de résistance après une longue pause à nouveau. Donc il y a peut-être des choses aussi à faire de ce côté-là. Je vois des titres comme Alten qui repartent sur des niveaux de support qui sont intéressants. Il y a Emeis qui aussi donne des configurations qui sont à surveiller. Sur des excès, et peut-être on pourrait regarder du côté de Rémi Cointreau, qui commence à être un peu, qui devient intéressant graphiquement, même si c'est pas encore avéré. Alten, c'est plus franc, par exemple. Mais donc il y a des choses à regarder, et il peut y avoir des paris intéressants de ce côté-là. SS2I, IT Services, vus comme des perdants de l'IA, Food and Beverage, tout ce qui est Quality Growth, Pernod Ricard doit être au plus bas aussi, je crois. Enfin, voilà, plus bas. Et à la des fin, valeurs, on s'en souvient tous, et vous plus que moi encore, mais qui ont été les darlings du marché pendant 10 ans. Quoi. exactement. Tant que les Chinois achetaient. Tant que les Chinois achetaient. Et effectivement, des bougies qui ressemblent à celles du point bas du S&P du mois d'avril dernier, c'est-à-dire un grand marteau en bas de marché, un petit corps et une grande mèche basse. Ben, il y en a eu une le mois dernier sur Pernod Ricard. Donc, c'est pas fait. Une bougie ne fait pas la tendance, mais une bougie mensuelle, c'est un signal un peu plus important. Donc, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, encore une fois, de ce côté-là, stock picking. Vous dites tant que les Chinois achetaient, ça m'intéresse. Enfin, ça veut dire qu'il y ait des rebonds dans le luxe, c'est une chose. Revenir à la valorisation, aux valorisations que le marché a pu conférer à ce secteur-là, avec à la fois la période de taux bas, voire négatif, et la puissance du marché chinois et d'entraînement du marché chinois, vous dites, à cette époque-là, elle est définitivement révolue. Oui, on a tracé des courbes, on les a extrapolées jusqu'en 2030, et puis on voit que déjà en 2022-2023... les prévisions et la réalité commençaient déjà à Est-ce qu'on va voir quand même ces diverger. valeurs revenir? Est-ce qu'il peut y avoir ce mouvement d'un peu de luxe, food and beverage, santé? L'Europe a été portée, encore une fois, par banque et défense. Je veux dire que c'est des valeurs, vraiment le food and beverage, c'est vraiment les valeurs typiques lorsque le marché, d'un seul coup, prend peur. Ouais. C'est comme des valeurs qui sont... qu'on achète un petit peu par défaut, pas pour leur rendement,
hein, mais c'est simplement parce que la thématique, ça paraît pas si mal. Maintenant, il manque là, pour soutenir des Pernod, etc., des Diageo, il manque la clientèle russe, il manque la clientèle chinoise, il manque maintenant aussi en partie la clientèle américaine. Ça fait quand beaucoup. même beaucoup, hein, tout ça en même Mais temps. ils ont fait des campagnes là récemment, justement, Rémi Martin, etc., pour relancer le cognac. Maintenant, il faut voir Les quelle dépenses qualité. marketing repartent. Ouais, Je ça vais vous repart. dire, Mais, je peux vous dire, c'est, ceux qui relancent un cognac qui est absolument excellent, c'est les Géorgiens. Et Ah ils oui. sont très, très bien placés, bien sûr, auprès de la Russie. Et ils sont très bien placés auprès de la Chine. Les Chinois peuvent rentrer également en Géorgie sans aucun visa. Donc, il y a beaucoup de pays qui misent sur le touriste chinois, mais pas nous. Le cognac géorgien. Ok. Il est très, très bon. Non, Je mais vous assure. Voilà. Et il Pas s'appelle super. cognac, non? Non. Ils n'ont pas le droit, mais le produit est exactement le même. Chimiquement, c'est à peu près équivalent. Je voulais dire un mot, c'est un autre cognac, le pétrole, parce que ça fait partie des rares actifs qui n'ont pas performé cette année. Il y a eu le Bitcoin, enfin la cryptosphère, et puis dans les matières premières au sens très large, les précieux ont cartonné, bien sûr, mais l'énergie et le pétrole, notamment, subissent une perte de l'ordre de 20%. Mais ça intéresse pourtant du monde, le pétrole, je Bah, vous l'assure. Trump a déclaré hier « We want our petroleum ». Donc, il a dit aux Vénézuéliens « Rendez-nous notre pétrole ». Ils l'ont nationalisé, je ne sais plus, il y a peut-être 40 ans. Bah oui. Donc, voilà, les États-Unis, ils en veulent. Je trouve que le niveau aujourd'hui du baril, on est là aussi, par contre, sur un momentum qui est négatif. C'est vraiment très à la mode de dire je balance ça. En plus de ça, la transition énergétique, c'est vraiment pas du tout dans la thématique. Attention, hein, en dessous de 56 $, il n'y a plus beaucoup de producteurs de shale oil américains qui soient rentables. L'Arabie Saoudite a un coût du maintien de la paix sociale qui est colossal. Et en dessous de 80 $ le baril, il commence à devenir inconfortable en termes de grands équilibres budgétaires. Voilà. Puis bien sûr, alors Poutine, voilà, ça lui fait moins d'argent, c'est bien fait. Mais le pétrole, il va probablement encore baisser un peu, parce que le momentum, il est ce qu'il est. Mais à 3-4% près, je pense qu'on ne fait pas une grosse erreur en commençant à s'intéresser à la thématique. Et je noterai quand même que des ENI, Total Énergie, Devon, Occidental Petroleum, regardez la résilience de ces entreprises par rapport, et donc la déconnexion par rapport au prix du sous-jacent. Vous parliez de l'euro-dollar tout à l'heure, Jean-Louis, effectivement. Donc après le parcours de l'année, là, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on arrive à au moins un équilibre qui peut tenir quelque temps, quoi? Ah bon, on est même sorti par le haut, c'est haussier. Bon, là, on Mais est-ce s'éloigne. qu'on va à 1,25 en 2026 Ah ben là, quelles sont les perspectives sur les taux américains, les perspectives sur les taux européens? Donc, On verra au fur et à mesure. a priori, les taux américains devraient baisser plus vite que les taux américains devraient baisser plus vite. Là, Trump fait tout ce qu'il faut pour essayer de les faire baisser. Donc on pourrait continuer à avoir l'euro qui surperforme. Après, il y a des économistes qui nous parlent de 1,20, 1,25. Sur le plan technique, c'est haussier, c'est tout ce qu'on peut dire. Fixer des objectifs, on peut reprendre les précédents points hauts. Oui, alors en effet, on va arriver sur des 1,20, 1,25. Quand les économistes commencent à prendre en considération des points techniques, ça me fait toujours un peu peur. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les arguments pour expliquer pourquoi ça monte, par exemple. Donc ça, il faut s'en souvenir. Pour moi, la rupture, la première, ça va être un 13,90. Donc, c'est un peu loin maintenant, peut-être, pour certains, mais encore pas tant que ça. Peut-être qu'on pourra remonter ce niveau de neutralisation vers, encore une fois, précédemment, c'était un 15,50, ou d'ailleurs, on est resté dans une phase de neutralisation, comme ça, sans aucune tendance, un peu comme sur le CAC 40 ou les marchés européens en ce moment, où il n'y a pas de direction. On peut dire que le mouvement est haussier non infirmé, mais sans plus, puisqu'on fait du surplace. Donc, ouais, l'euro-dollar reste haussier avec... Alors, sur le pétrole, quand même, on est en double appui. Hein, sur le plan technique, là, on est en double appui. Alors, en effet, je suis d'accord avec Philippe. Probablement que c'est une zone plus d'achat que de vente. Et il faut penser qu'il y a des forces de rappel qui peuvent survenir, qui sont plutôt dans le sens d'un rebond du pétrole. Bon, un mot pour finir des émergents peut-être et de la Chine spécifiquement. Parler de la révélation en début d'année avec DeepSeek que la Chine était aussi un leader technologique peut-être rival ou à l'égal des États-Unis aujourd'hui. Et puis ça a été le retour des actions chinoises comme étant un nouveau
investissable. Oui, effectivement. Et pourtant, le signal est un peu mitigé pour l'instant. Je m'attendais à du mieux de ce côté-là. Mais ça fait partie aussi des paris qu'on peut faire pour l'année à venir. À mon avis, plus de ce côté-là, si on veut travailler sur la tech. Baidu tient plutôt bien. Alibaba, ça repart un peu aujourd'hui, mais c'est mitigé. Il est quand même sur des niveaux de support, autour des niveaux de pivot. Et puis, si on regarde ce graphique d'un ETF sur Amundi, sur le PEA, de la Chine éligible au PEA, eh bien, on teste un niveau d'alerte. C'est 10,43. Autour d'une ligne de coût importante. Alors, on peut graphiquement tester des niveaux comme ça pendant quelques temps, c'est pas jamais parfait, mais je m'attendais à ce que le rebond soit plus rapide. Donc, si on se réinstalle au-dessus qu'on arrive à préserver ces niveaux-là et à réaccélérer, ça pourrait repartir un peu. Et il y a un peu de mieux à court terme, donc c'est peut-être pourrait être la bonne surprise de fin début d'année. Retour d'intérêt sur les techs chinoises et puis sur la Chine qui devient effectivement à nouveau investissable, même si c'était moins le cas. Moi, je le vois toujours comme un élément de diversification parmi d'autres investissements. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir et pour cette année 2025 avec vous, les 3 sorciers de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois pour l'échéance. Nous sommes avec Romain Daubry, cofondateur de l'Atelier des Options, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclastes. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, une fois par mois. C'est un exercice de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse qui sont avec nous pour terminer cette année 2025. Smart Bourse sera en pause et reviendra bien sûr début janvier. Clémence Tanguy est avec nous en plateau, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. C'est donc bientôt l'heure des bonnes résolutions pour investir en bourse en 2026. C'est évidemment le sujet qui nous rassemble, Clémence, parce que oui, investir en 2026, partant de ce qu'on a connu en 2025, s'annonce pas forcément comme quelque chose d'évident ou de très facile. Non, c'est même plutôt compliqué. On est quand même sur des valorisations très élevées. Alors, il y a certains experts qui anticipent une forte correction, notamment sur les valeurs de la tech. D'autres qui prédisent une belle croissance du S&P 500 pour l'année prochaine, notamment Deutsche Bank qui voit ça à plus de 12%. Donc, qui croire, voilà, ça devient un peu compliqué, notamment pour l'investisseur particulier. Mais bon, il y a quand même quelques solutions, quelques bonnes résolutions simples, actionnables, qu'on peut mettre en place pour investir en bourse en 2026 avec un peu plus de sérénité. Mais c'est intéressant, effectivement, parce qu'on aurait pu être un moment, alors je dis n'importe quoi, mars 2009, c'est le point bas de la crise des subprimes. Évidemment, quelqu'un qui commence à investir en mars 2009, c'est peut-être pas tout à fait la même manière de faire que quelqu'un qui commence à investir en janvier 2026. Quand on est comme ça, dans des marchés valorisés, plein, avec de belles performances et de belles trajectoires depuis une bonne paire d'années maintenant, effectivement, quelles sont les premières règles à avoir en tête Alors, il va quand même falloir continuer à investir, puisque ça serait quand même imprudent de se dire les marchés sont plus hauts, on n'investit pas. Non, il faut. Alors, ce qu'on commence par faire, alors déjà, la première chose, c'est avoir une épargne de précaution. Alors, ça peut sembler très loin de la bourse, mais pas du tout. Une épargne de précaution, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds d'urgence, vous mettez 3 à 6 mois de dépenses dessus. C'est un fonds d'urgence qui va vous servir à payer toutes les factures imprévues et urgentes. Et vous gardez ça sur un livret bancaire à capital garanti et un livret bancaire, pas un fonds euro, parce que vous devez pouvoir retirer vos fonds rapidement si vous en avez besoin. Et pourquoi il faut absolument faire ça ? Parce que si vous investissez d'emblée sur les marchés financiers, que vous n'avez pas votre matelas de sécurité, si vous avez besoin d'argent, vous pourriez éventuellement devoir retirer des fonds sur des positions à un moment où ça ne sera pas du tout opportun. Intéressant. Exactement. Oui, ce qui casse l'intérêt de l'investissement boursier ou la pertinence. En fait, voilà, c'est ça. Vous devez avoir un horizon moyen-long terme pour investir en bourse et vous devez donc avoir un matelas de sécurité pour pouvoir récupérer vos billes si jamais vous en avez besoin. Voilà, ça, d'autant c'est déjà... qu'on a dit que 2026, on part peut-être de niveau de marché élevé. Alors, on avec part des de risques niveau de marché élevé, ouais, avec des risques évidemment de correction qui ne sont pas négligeables, loin de là. Il y a aussi quand même des tensions géopolitiques toujours assez persistantes. Donc, on n'est pas du tout à l'abri de corrections ou juste d'une très forte volatilité. Et ça peut évidemment arriver au mauvais moment pour vous. Avant de passer ces premiers ordres,
toujours bien définir son profil et l'enveloppe qui va avec. Bien définir l'enveloppe qui va avec. Alors, en 2026, quand on a vu la frénésie des députés là, qui se sont passionnés pour le durcissement de la fiscalité, il est prudent de se dire qu'il faut privilégier les enveloppes fiscalement plus avantageuses. Donc, si vous voulez investir en actions européennes, vous allez vous tourner vers le PEA, puisque le PEA, ça vous permet quand même, au bout de 5 ans de détention du plan, de ne payer plus que les prélèvements sociaux et pas l'impôt. Donc, alors, vont-ils augmenter ou pas, ces prélèvements sociaux? On ne sait pas. Pour l'instant, ils sont à 17,2, mais pour l'instant, vous ne payez que les prélèvements sociaux et vous êtes exonéré d'impôts. Donc, ça reste intéressant. 17,2, c'est toujours moins que la flat tax. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, en plus, évidemment, la fiscalité s'applique uniquement si vous retirez l'argent de votre plan. Donc, si vous gardez l'argent à l'intérieur de votre plan, vous n'êtes pas taxé. Donc, que ce soit pour toucher des dividendes et les réinvestir, que ce soit pour revendre des positions et ensuite les réinvestir et capitaliser vos gains, ça reste très intéressant fiscalement. Donc déjà, le premier. Deuxième enveloppe que vous pouvez évidemment privilégier, c'est l'assurance vie qui est beaucoup plus polyvalente, puisque alors là, vous allez pouvoir investir en bourse. Alors, les meilleures assurances vie vous permettent d'investir dans des titres vifs, mais pas toutes. Mais vous pourrez aussi investir via des ETF ou via des OPCVM. Et puis, évidemment, aussi via du fonds euro, de l'immobilier. Voilà. Donc ça, c'est... Et l'assurance vie, elle vous permet, au bout de 8 ans de détention du plan, d'être taxé à seulement 24,7 au lieu des 30% de flat tax. Et puis, vous avez aussi un abattement appliqué sur les gains réalisés tous les ans, 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Alors attention quand même, parce qu'il y a des plafonds à respecter. Il ne faut pas que l'assurance vie, l'encours de l'assurance vie, tout contrat confondu, dépasse 150 000 € pour une personne seule, 300 000 € pour un couple. Mais ça reste quand même intéressant. Vous avez aussi des avantages fiscaux à la sortie, à la succession. Donc voilà, c'est quand même une enveloppe à envisager. Ouais. Et puis, oui, comme vous dites, c'est très tout-terrain. C'est très tout-terrain. On peut faire beaucoup de choses avec l'assurance vie. Exactement. On peut financer énormément de projets. Bon. Et puis, il y a le PER. Le PER, vous réduisez votre impôt, ça, il ne faut pas le négliger. Alors attention, parce que c'est un placement tunnel, donc vous récupérez vos fonds normalement à la retraite, sauf rare cas de sortie anticipée, mais bon, on ne va pas parier là-dessus. Et alors là, vous pouvez déduire de votre revenu imposable les versements que vous effectuez sur votre PER, dans la limite bien sûr d'un certain plafond, qui est à peu près 10% de vos revenus. Mais voilà, c'est quand même des enveloppes qui vont vous permettre de bénéficier d'une fiscalité un peu adoucie, ce qui finalement pèse aussi sur la performance et va vous permettre d'augmenter vos gains. Ce qui peut peser aussi sur la performance, ce sont évidemment les frais. Les frais, alors ça, les particuliers sont focalisés sur la fiscalité sans forcément penser aux frais. Les frais sont tellement importants. Faites la chasse aux frais, alors. Exactement. Faites la chasse aux frais. Alors, les premiers frais, ça va être les frais de courtage. Alors, achat, vente, les Chaque frais... transaction peut être taxée. Chaque transaction peut être taxée. Donc, ça, faites très attention. Alors, cependant, il y a quand même de plus en plus de courtiers qui vous proposent zéro frais, par exemple, sur les plans d'investissement. Trade Republic, zéro frais sur le plan d'investissement. Il y a aussi des courtiers comme XTB ou IG qui vous font zéro commission sur les ETF et les actions. Donc, privilégiez ce type de courtier. Alors, faites aussi attention aux frais de vos produits financiers. Parce que, par exemple, un ETF, ça va être beaucoup moins gourmand en frais qu'un OPCVM. Un ETF, ça va être 0,05 à 0,7%. Un OPCVM, ça va être 1,5, 2%, voire plus. Au bout de 15, 20, 30 ans, la performance, le différentiel de performance est absolument énorme. Donc, tenez-en compte. Et puis, alors après, on a carrément les frais. Alors, ceux qu'il faudrait oublier, les frais d'inactivité, les frais de garde. Alors, ceux-là, ils sont toujours en vigueur chez les acteurs traditionnels. Chez votre banque traditionnelle, probablement, vous les faites payer. Et chez les meilleurs acteurs en ligne, vous ne les avez tout simplement pas. Donc, pensez aux frais, parce que c'est un moyen simple de un levier simple pour maximiser les gains sans augmenter le risque. Donc, vraiment, faites attention à ça. Après, vous pouvez aller voir sur Café de la Bourse, Café du patrimoine. Donc, vous faites des comparatifs sur les meilleurs PER, meilleures assurances vie, meilleurs PEA, meilleurs traite aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de traiter, qu'est-ce qu'on va traiter le plus. Tout ça, évidemment, après, est amené à être exactement sur quel marché. Voilà, exactement. Vous investissez plus, etc. Bon, alors après, vous rentrez dans le monde de la bourse, bien sûr. Là aussi, quelques règles simples pour se protéger, sachant qu'en bourse, évidemment, le risque de perte en capital est bien présent, permanent, existe, et que c'est le principe de la bourse. Exactement. Le rendement va avec la prise de risque. Le fameux couple rendement-risque. Comment on arrive à quand même, là aussi, optimiser un petit peu la protection qu'on peut chercher. l'optimiser très simplement avec les ordres stop, les stop loss.
C'est très simple, vous mettez un stop, un niveau prédéfini qui, dès que le niveau de prix est atteint, la vente automatique se déclenche et donc votre position est protégée. Vous ne perdez pas plus que ce que vous avez bien voulu perdre. Ouais. Voilà. Alors après, il y a aussi les stop-loss suiveurs qui sont encore plus intéressants. Tous les courtiers ne les proposent pas, mais les meilleurs courtiers les proposent et c'est quand même en train de se démocratiser. Donc là, vous définissez un seuil de perte que vous êtes prêt à accepter. Ça peut être 15%, 20%. Alors le seuil de perte est à définir en fonction évidemment de votre profil d'investisseur, si vous êtes plus averse au risque ou pas, et aussi évidemment en fonction du titre, parce qu'un titre très volatile, vous n'allez pas mettre le bêta du titre exactement. Compte, hein, donc ça compte, mais donc ça va quand même vous permettre de sécuriser vos gains et d'accompagner le parcours boursier de votre titre avec quand même une sécurité qui n'est pas négligeable, voilà, avec le regain de volatilité qu'on pourrait avoir, avec les marchés très bien valorisé actuellement, c'est quand même quelque chose à prendre en compte pour 2026. Ouais. Placer des stops, c'est une règle fondamentale. L'autre règle étant, alors on dit souvent diversifier, on proclame diversifiez-vous, diversifiez. Mais comment on s'assure de bien se diversifier Voilà, c'est vaste ça. Sujet. Vaste sujet. Alors oui, tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'il faut diversifier. Ça permet de faire baisser le risque, ça permet de faire baisser la dépendance à un secteur, à une zone géographique. Donc, c'est bien. Après, il y a beaucoup trop d'investisseurs qui se disent c'est bon, je suis diversifié parce qu'ils ont investi sur un ETF monde. Alors, non. Ça peut prêter à confusion. On se dit, alors oui, il y a une très grosse diversification numéraire parce qu'on est investi sur plusieurs milliers d'actions. Mais en réalité, elles n'ont pas toutes le même poids dans cet ETF. Et un ETF monde, c'est à peu près exposé à 65% aux US, à peu près exposé à 35% à la tech US. Donc, un ETF monde, ça suffit pas à être diversifié. Donc, il va falloir non seulement investir sur beaucoup d'actions, mais bon, là, les ETF, effectivement, peuvent vous aider. Investir aussi sur des secteurs géographiques différents. Donc, l'ETF monde, ça suffit pas trop investir sur les US. Donc, vous voyez aussi les actions européennes. Les actions asiatiques, les actions des émergents. À chaque fois, vous pouvez trouver des ETF qui correspondent à voilà. Équipondérés aussi, je crois. Aussi. Ça permet là aussi de faire baisser un les peu questions de exactement au sein d'un ETF. Et puis, pensez aussi à la diversification sectorielle. Alors, on parle beaucoup de l'IA. Alors oui, certes, c'est une thématique, mais bon, voilà. Vous pouvez investir. Si vous êtes très tech, tournez-vous vers le quantique. Il y a beaucoup de voilà. Vous pouvez aussi aller vers la santé. On peut aussi se dire qu'on peut retourner un peu vers les défensives, sur l'alimentation, ce genre de choses. Bref, c'était quand même encore... Et puis, diversifiez-vous aussi sur les stratégies. Alors, les valeurs de croissance, c'est bien. Elles ont surperformé ces dernières années. Mais on peut aussi investir sur la value. On peut investir sur les dividendes. La value en Europe surperforme depuis... voilà. Ah ouais. Bon, et puis j'aime bien cette notion, pour conclure avec vous, Clémence, mais il faut que cette pratique boursière soit aussi un plaisir, pas que l'idée de prendre son argent en main, de penser à sa retraite. Quand on a 25-30 ans, c'est aussi important de se dire que c'est une expérience. Exactement. Et que l'expérience, on a envie qu'elle apporte du plaisir. Exactement. Alors, c'est quand même, d'ailleurs, c'est quelque chose que les courtiers ont beaucoup compris, parce que ces dernières années, on a comme une espèce de gamification du trading et de l'investissement. Il y a les applications qui vous permettent de suivre vos performances, etc. Ça devient presque ludique. Et en fait, c'est bien. Si vous voulez... Pour continuer à investir en bourse, il faut savoir y prendre du plaisir. Si pour vous, c'est fastidieux, si vous avez peur de faire n'importe quoi, si c'est une contrainte, que vous vous dites « Oh, il faut que je pense à mes investissements, ça fait 6 mois que je n'ai pas regardé où j'en suis, etc. » Que ce n'est pas quelque chose qui naturel, évident pour vous. Ça demande de la constance, et que vous n'avez pas envie de vous lancer dedans, et il existe des solutions. Vous pouvez déléguer la gestion. Alors, déléguer la gestion. Alors, aujourd'hui, on a quand même des robo-advisors, des plateformes d'investissement qui vous proposent d'investir pour vous en gestion pilotée, avec ou sans accompagnement, et qui permettent de faire ça de façon beaucoup plus accessible qu'avant, à partir de quelques milliers d'euros, et avec plein d'enveloppes différentes. Vraiment, ça se cantonnait à peu près à l'assurance vie. Maintenant, vous avez aussi le PER, le PEA, le CTO. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup Clémence, merci pour ces bons conseils et ces bonnes résolutions 2026 pour ceux qui souhaiteraient entrer dans l'investissement boursier. Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, avec nous dans Smart Bourse.